Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre Voyageur, animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal. Oui, Montréal, le 16 mars 2023. Alors hier, je vous ai présenté le premier numéro du Journal de Montréal, mais le fin limier François S. a, a mis en doute que ça pouvait être non pas le numéro original, mais un facsimilé. Et ces recherches sont allées dans le sens que oui, vraisemblablement, c'est un facsimilé publié en 2014 lors du 50e anniversaire du Journal de Montréal. Alors, je vous ai présenté quelque chose que je pensais de bonne foi être un document original, que j'ai proposé à la vente ce matin. Et François, qui a une formation scientifique, est venu infirmer l'hypothèse. Ce qui m'a un peu étonné, c'est que il est venu infirmer l'hypothèse que c'était un document d'origine. Ce qui m'a un peu trompé, c'est que, règle générale, lorsqu'un document est un facsimilé, on c'est mentionné à quelque part à l'intérieur ou sur la page couverture ou en quatrième de couverture, n'importe, c'est indiqué. Alors, alors sans doute de faux premiers numéros du Journal de Montréal dans 7, 8, 10, 15, 20 ans vont apparaître sur le marché et peut-être à ce moment-là, il n'y aura plus de fin limier comme François pour venir débusquer l'objet en question. Bon, ça nous a permis de faire un petit voyage dans le passé. Et ce qui m'a frappé, c'est à quel point déjà Gaston Naissance, était déjà en 1964 l'objet de discussion sur son fameux sérum l'Anablaste. Et lorsque le poète et ministre Gérald Godin, dans les derniers moments de sa vie, tout à fait désespéré de mourir d'un cancer, eh bien, avait eu recours à ce fameux sérum. Et Godin est mort probablement en 85, 86, c'est à vérifier. Peut-être c'est à vérifier, ouais. Alors, ça faisait déjà quand même plus de 20 ans que ce fameux sérum était encore l'objet de discussion. Alors, il y a des choses comme ça qui ne veulent pas disparaître, mais par contre, à l'époque de Godin, la réputation de ce scientifique était déjà très amochée. Alors aujourd'hui, j'ai reçu une lettre un courriel, un mail, que je me permets de vous lire, un mail de Maurice Soudens qui apporte sa petite contribution aux études consacrées à Jean le Duc. Alors il m'écrivait aujourd'hui à 12h44 ceci. Bonjour Bruno, je me dois d'abord de te remercier de m'avoir fait l'honneur de parler du poème sur le bord de la 112 dans ta dernière vidéo. C'était vraiment très gentil et ça m'a fait un immense plaisir. Puisque tu as parlé aussi de Jean le Duc, j'ai pensé te raconter en quelques mots dans quelles circonstances tout ça s'est passé. Je l'ai donc connu en 1973, alors qu'il était mon prof de poésie à l'Université du Québec, qui est tombé en grève quelques mois après. Jean cherchait une façon de mettre sur pied sa nouvelle maison d'édition. Je l'ai mis en contact avec des gens qui pouvaient l'aider, entre autres Ginette No et Daniel Beaucaire, des petits imprimeurs artisans, et aussi, bien sûr, Goulet, rue Marianne à Montréal, qui leur avait montré le métier. Ils ont imprimé je ne sais combien de livres de la jeune génération d'écrivains des années 60.
J'ai aussi monté son show de poésie de fin d'année qui a été un vif succès à l'époque. Puis ensuite, je l'ai croisé par hasard, ici et là, mais sans plus, parce que le duc ne semblait pas apprécier ma poésie, qu'il disait ne pas comprendre. Puis je l'ai perdu de vue. Je suis tombé sur le dos d'apprendre qu'il avait été si détestable pour la colonie artistique du Québec. Mais disons que ce n'était pas quelqu'un de facile. Quand je l'ai connu, il donnait l'impression qu'il voulait casser la baraque. C'est tout ce que j'en sais. Il a accepté de publier un de mes ouvrages, probablement pour me remercier de l'avoir guidé sur la route de l'édition. Voilà pour l'essentiel, mon très cher ami. Au plaisir de te voir ou de t'entendre. Mes hommages à Madame Maurice. Alors je pense que ce soir, je vais quand même vous lire un passage de Le sens de la culture de John Cowper Powys, mais Powys, semble-t-il. Et après cette lecture, je vais vous montrer la vitrine Tintin que Fabienne et moi avons montée. Et je vais la filmer parce que déjà, les ouvrages les plus rares ont été vendus. Certains d'entre eux ont été vendus et certains d'entre eux le seront très rapidement. Alors, c'était ma première vitrine Tintin à vie. Peut-être la dernière. Il y a comme ça des premières. Et comme je veux l'immortaliser, en tout cas, je veux la numériser à tout le moins. Alors, une fois cette lecture terminée, je vais prendre ma Handycam à haute définition et je vais aller filmer les deux vitrines. Alors, c'est tiré du Sens de la culture, publié aux éditions de l'Âge d'Homme. Nous pourrions presque répéter mot à mot le credo spontané du véritable rat de bibliothèque, credo entièrement différent du credo de l'évêque, du soldat, de l'homme d'État ou du juge. Il pourrait fort bien aller ainsi. Je crois en beaucoup de dieux. Je crois qu'il y a peut-être une immortalité. Je crois que la vertu est la charité. Je crois que le secret de la vie est le bonheur. Toutefois, la planche de salut de l'amateur de livres, quel que soit son credo, est de mêler le plaisir de la lecture aux autres plaisirs de la vie, ce qui explique la profondeur et la subtilité des sensations variées qui nous parviennent ainsi. Les plus merveilleuses de toutes les pensées, mis à part celles de l'amour dans des circonstances très spéciales, sont celles qui nous viennent à l'esprit lorsque nous venons d'achever un livre particulièrement passionnant et que nous nous arrêtons une seconde pour observer les ombres qui se dessinent sur les collines, pour regarder les lumières des rues ou pour contempler la mer. On ne sait pour quelle raison le fait de se laisser absorber par la lecture, que parents et autres personnes qui font figure d'autorité en prennent bonne note, a pour résultat de purger l'esprit de pensées ennuyeuses ou importunes et de nous laisser pleins de douceur et de bienveillance. C'est un crime que si rares soient ceux des classes populaires qui ont le temps de lire à leur guise. Ne pas avoir le temps de lire est une privation tellement déplorable qu'elle explique les tendances et l'humeur révolutionnaire de ceux qui en ont souffert. Quand une personne aisée déclare qu'elle n'a pas le temps de lire, c'est comme si elle déclarait « Je n'ai pas le temps de dire ma prière ». Nous tous, enfants des hommes,
jusqu'au plus repoussant, jusqu'au plus exploité des hommes de peine, nous trouvons le temps de faire l'amour d'une façon ou d'une autre, même si notre version est fort éloignée et atténuée. Pour une personne possédant des rudiments de ces habitudes lentement acquises que nous appelons la culture, la nécessité de la lecture ressemble à celle de l'amour. Nous avons certaines propensions à oublier la curieuse solitude de tant de gens. De nombreuses jeunes filles se trouvent aussi isolées auprès de leurs frères et sœurs ou de leurs parents que si elles avaient fait naufrage sur une île déserte. Combien de jeunes gens se sont éveillés un matin après que le premier enthousiasme de leur vie d'homme marié se soit un peu attiédi et ont réalisé clairement et de façon décisive qu'entre eux et la femme qu'ils ont épousée, il n'y a pas de réelle compréhension au niveau de l'esprit. Nous n'avons pas non plus besoin d'avoir recours à ces exemples exceptionnels et tragiques. Dans des circonstances idéales, il n'est déjà pas facile pour un homme ou pour une femme, pour un garçon ou pour une fille, de trouver le parfait compagnon sur le plan de l'esprit. Les parents de l'un sont affectueux, l'autre a des amis agréables, un autre encore a sa pleine mesure de bonheur amoureux et plaisant. Il manque cependant un je ne sais quoi, un rien qui est malheureusement la chose la plus nécessaire, quelqu'un avec qui nous puissions échanger nos idées. C'est là que les livres, et les livres seulement, peuvent nous être d'un grand secours. Toute lecture intime et intense est une forme de dialogue secret entre l'écrivain et son âme. Après une longue liaison amoureuse, furtive, passionnée, platonique, avec Goethe, Walt Whitman, Keats, Lamb, ou même ce translunaire d'Emerson, quel drôle de contraste de nous retrouver en train de plaisanter avec des amis moins fascinants. Notez en réalité combien le cercle de nos compagnons humains, à nous mortels, est restreint. Nous sommes tous possédés, même les moins intelligents d'entre nous, par quelques déformations de l'esprit, par des réactions imaginatives spécifiques que nous pourrions bien amener jusqu'à notre tombe, insatisfaites, non reconnues, inappréciées. En pénétrant dans le monde des livres, au lieu d'un petit cercle d'une douzaine d'intimes, ce sont des limbes spacieuses qui s'offrent à notre camaraderie, des limbes où s'entassent des morts qui ne meurent pas. Comment ne pas trouver parmi eux quelques compagnons, ne serait-ce qu'un ou deux, se conformant à nos exigences fastidieuses, d'une façon qui serait impossible à nos amis vivants, à moins que nous ayons eu de la chance, bien plus de chance que les autres. Si seulement ces divins immortels pouvaient nous parler en chair et en os, si seulement ils pouvaient répondre à certaines questions déchirantes, amères, tragicomiques, ayant trait au caractère poignant de notre expérience actuelle. Dans le domaine des livres, comme dans celui de la religion, il n'y a pas de voix sensible au-delà de ces murailles remblayées. Il n'y a que ce qu'une foi miraculeuse peut apporter. Et rares sont ceux qui ont droit à ce miracle. Pour certains, il semble parfois qu'un courant étrange, occulte, de vibrations mentales, passe de l'idole lointaine à son admirateur vivant. Pour la plupart d'entre nous, comme dans le cas de notre communion avec l'ultime cause première, notre dialogue avec les morts reste toutefois un lamentable monologue. Dans le processus de la lecture, comment un guide peut-il émettre des règles, donner des directives? Quelques natures guettent une sorte de nourriture, d'autres
une autre sorte. Pour certains, le style, ce somptueux palimpseste des mystères, cette magie blanche est tout. Pour d'autres, le style n'est rien par rapport aux opinions définies, personnages, idées, philosophies, principes moraux que renferment nos livres préférés. Certains abhorrent la préciosité, d'autres en raffolent. Certains adorent une méthode de travail simple, directe, à arguments massus. D'autres la trouvent insipide, didactique, manquant de grâce et de charme. D'autres sucent la veine satirique avec une volupté perverse, sitôt qu'ils l'aperçoivent. D'autres l'exècrent et se précipitent sur quelque chose de plus positif et de plus inspirant. Certains planent sur un livre comme la cresserelle dans le ciel, puis fondent sur ce qu'ils veulent, laissant le reste comme un tas de charognes. D'autres estiment qu'il faut lire très lentement, en faisant attention à chaque page, en s'imprégnant de l'atmosphère du livre jusqu'à ce qu'elle devienne part de leur être le plus intime. Certaines natures voient une manière d'élargir considérablement leur horizon en lisant dans une langue étrangère. Quelque chose dans leur esprit correspond à une affinité pour la langue allemande. Un individu peut s'être senti en exil dans un pays étranger, jusqu'à ce qu'il ait eu le bonheur de commencer à étudier le latin ou le grec. Alors il se sert de cette langue ancienne comme d'une petite porte dérobée, donnant sur un paradis terrestre qu'on n'aurait jamais imaginé. Grâce à elle, il se sent libre, heureux, d'évoluer parmi les personnages, les concepts, les images, même l'air et le paysage, qui conviennent exactement à sa nature exilée, inadaptée et persécutée. C'est une erreur grossière que d'assumer qu'un bon linguiste est nécessairement plus cultivé qu'un autre individu. Il arrive fréquemment qu'à force de sentir et de penser avec volubilité et versatilité en diverses langues, nous finissions par perdre la faculté d'identifier notre être dans sa totalité à aucune de ces langues. Être superficiellement à l'aise dans beaucoup de langues revient à n'en parler couramment aucune. Il n'en reste pas moins vrai que beaucoup d'individus extrêmement sensibles, de pure souche nordique, qui, mus par un désir spirituel désespéré, languissant après des aspects de leur culture dont ils sont totalement privés dans leur environnement nordique, beaucoup de natures esselées, si seulement avaient assez d'esprit pour le réaliser, sont par une sorte d'adoption atavique les enfants d'une époque passée du pèlerinage humain. Ils vivent peut-être dans une petite ville de l'Iowa ou du Colorado, mais dans leurs instincts les plus profonds, ils appartiennent à l'Athènes de Périclès, à la Rome impériale, à la Florence des Médicis, au Londres de Ben Jonson, au salon aristocratique du XVIIIe siècle, à l'Europe révolutionnaire de Heine, Byron ou Shelley. Il doit y avoir de petites bibliothèques de la Fondation Carnegie dans tous les États-Unis, pleines de bizarres mélanges, de drôles de types, de laissés pour compte, de gens louches, de toutes sortes d'ailes blessées qui se réfugient dans des régions totalement inconnues de leurs voisins, merveilleux Champs-Élysées de l'occasion, où aucun employeur, si exigeant soit-il, aucune opinion publique, si avilie soit-elle, ne pourra jamais les poursuivre. Le monde des livres est en fait le vaste Alsacia, refuge et havre de paix pour tous ceux que l'on chasse de ces troupeaux d'hommes. La simple présence de la vraie culture dans certaines communautés est une pierre d'achoppement et de scandale. À l'heure actuelle, une personne
cultivé est une personne affligée par la nature d'un degré considérable d'ostracisme. En effet, la culture, même au stade le plus simple et le plus élémentaire, tend à adopter une certaine réserve à l'égard de la vie humaine dans ses controverses les plus acerbes, une attitude de discrimination contemplative et critique plus odieuse que tout pour toutes les parties. Qu'y a-t-il de plus équivoque que de ne pas prendre parti, pour ne pas voir le diable dans un camp et Dieu dans l'autre? Après les grands poètes, après les grands romanciers, après Homère, Shakespeare, Dostoïevski, Proust et Henry James, il semblerait que des œuvres ayant trait à l'histoire, mémoire, chronique, biographie, légende, folklore, études sur le développement des religions et des hérésies religieuses soient les plus fécondes en cet intérêt imaginatif qui alimente le moulin de la culture. La façon de lire ces livres est de renoncer à tout effort visant à un jugement tant soit peu objectif et impartial. Abandonnez-vous entièrement, totalement, aux plus violents préjudices de l'auteur jusqu'à que progressivement l'aperçu émotionnel particulier qui l'a remué, qui l'a obsédé, vous révèle cette expression unique, sans aucun rapport de la face de la vérité protéenne qui a été pendant tout ce temps son inspiration secrète. Vous saisirez l'expression opposée de la même attitude protéenne quand vous vous rendrez avec une égale sympathie à l'argument de son antagoniste. S'il existe en ce monde une approximation de la vérité absolue dans les affaires humaines, on la trouvera dans la façon de juxtaposer les deux points de vue les plus extrêmes. Dans la vie, tout est dualisme. La vérité de l'histoire humaine n'échappe pas à cette règle. Entre deux tabous oscille le grand pendule des contraires psychiques de l'histoire. La vérité repose, si tant qu'elle puisse reposer quelque part, dans le rapprochement des interprétations les plus opposées, dans un contraste de pleine lumière. En permettant à ces interprétations de rester non coordonnées, non réconciliées, non apparentées, bien que nous soyons forcés d'imaginer quelles sont les deux faces d'un même écu, nous reconnaissons leur proximité, mais il nous est interdit d'en découvrir la nature. Le désir de réconcilier, de synthétiser, d'interpréter les divergences magiques des choses et leur issue, qui constituent leur entéléchie, leur essence, en termes de neutralité vague, sans couleur, hypothéquée, comme aucun homme ne les a vus, ni ne les verra, est une tendance contre laquelle la véritable culture doit constamment lutter. Au cœur des pétales de la fleur mystérieuse de la vie se blottit le bourgeon de l'inexplicable paradoxe. L'odeur, la couleur, la forme de ces pétales varient d'un moment à un autre en fonction d'une pénombre et d'une lumière qui sont tellement des réalités par elles-mêmes que nous ne pouvons jamais entrevoir la substance qui change au rythme de leur alternance. La culture doit faire avec ses livres d'histoire ce qu'elle fait avec les opinions qu'elle recueille sur les lèvres des hommes. Elle doit les accepter suivant leurs termes. Tout homme et toute femme ont des vues différentes. Elles diffèrent par cette divergence innée de psychologie qui sépare les vies entre elles,
par des gouffres infranchissables. L'univers n'est pas statique. C'est un agglomérat d'organismes en plein développement. Chacun de ces organismes est un créateur absolu. Il y a autant d'univers, c'est-à-dire de ces ajustements instables de soi et de non-soi, qu'il y a d'organismes vivants. Il devient de plus en plus évident qu'il n'y a pas de lacune d'énergie chimique ou magnétique, ni d'aveugles oasis de matière qui ne sont pas partie intégrante d'organismes mystérieux, de choses vivantes. Être cultivé parmi les hommes implique que l'on a un sens du mystère de la vie plus réaliste et plus intense que celui des autres. Cela veut dire également qu'il faut posséder un scepticisme plus ancré que celui des autres. Dans le choix de nos livres, cela devient vite évident. Les gens non cultivés lisent seulement des livres cultivés, des livres de morale, des livres de philosophie qui reflètent leurs propres idées. Le matérialisme rampant, l'iconoclaste mécanistique militant montre qu'il est aussi peu intéressé par les théories de ses détracteurs que le plus strict fondamentaliste. Quel moment rassérénant, enthousiasmant dans nos vies intellectuelles quand on réalise que toutes les vérités sont égales. Alors voilà. Vous pouvez l'entendre, hein? C'est assez magnifique quand même. Alors un peu plus tard dans votre randonnée, ou lors de votre voyage quotidien de banlieusard, quand la magie de la lumière de la fin de l'après-midi fait flotter et nager maisons, quais, wagons de marchandises dans une bruine de poussière dorée. Ouvrez ces géorgiques de Virgile qui discourent avec tant de pédanterie sur l'art de s'occuper des abeilles, et après une légère déception, regrettant d'avoir détourné votre regard des feux de l'Occident, vous tomberez soudain dans l'histoire d'Orphée, sur ce cri qui devient écho, Eurydice, Eurydice. Voici que la lamentation désespérée de toutes les générations qui ont perdu l'être cher entre tous retentit dans ces tristes syllabes. Écho des lèvres froides de cette tête ensanglantée qu'ont rejeté les flots. C'est en des moments comme celui-ci que vous pouvez bénir les dieux d'avoir eu l'idée de laisser de côté le roman moderne au profit du vieux poète, car en ces moments, là, hors des pages imprimées d'un livre, toute l'histoire lamentable et terrible de la vie humaine surgit sous vos yeux, effluves débridés, et les sentiments qui sont en vous et ne sont pas encore corrompus, ceux qui sont restés simples et primitifs, en dessous de tous vos efforts pour faire comme les autres, se ruent pour l'accueillir. L'esprit, rencontrer l'esprit. Tout effort pour mener une vie culturelle comporte maintes occasions de ce genre. Au début, vous êtes embarrassé par votre manque de simplicité, votre pédanterie qui vous pousse à emporter un vieux livre, alors que tant de nouveaux livres seraient plus vivants, plus distrayants, et que vous pourriez aisément vous lasser de Virgile et de ses abeilles.
Rappelons-nous toutefois que lorsqu'il s'agit de la culture, nous devons délibérément faire le sacrifice de certains plaisirs de la vie, si joyeux et allègres soient-ils, en faveur d'un bonheur qui déferle en nous comme la marée. Les grands passages des livres éternels, le jour où soudain vous les atteignez, vous rappelleront l'ouverture des portes du paradis. Pour apprendre le mot magique qui les ouvre, il faut que vos oreilles aient été purifiées par un long pèlerinage en silence, sur des chemins pénibles, sur des rocailles froides et austères, auprès de sanctuaires qui sont simples, étranges, ordinaires, communs. Le sens de la culture par John Cowper, Powys, publié aux éditions de l'Âge d'Homme. Merci et à demain.